Partis de Zermatt dans le milieu de l'après-midi, nous arrivâmes au bord du lac Léman aux alentours de 17 heures. Comme je l'avais fait pour les Cousineaux lors de notre passage à Montreux, je proposai aux sœurs Guertin ainsi qu'à leurs conjoints d'aller visiter le château de Chillon. Même s'ils semblaient un peu fatigués, ils furent intéressés et nous fîmes halte pour admirer l'architecture ainsi que les armes d'époque de l'illustre château. En une seule journée, mes compagnons de voyage avaient visité 2 endroits de Suisse qui figurent sur tous les livres vendus aux touristes et où figurent les endroits les plus populaires de mon pays, Zermatt et le château de Chillon. J'étais à la fois très heureux et reconnaissant d'avoir pu les leur montrer. Heureux car ils m'avaient fait confiance, et de mon côté, je n'avais laissé aucune occasion de leur faire voir les plus beaux endroits. Et reconnaissant, car s'ils avaient refusé mes propositions, et cela même s'ils s'étaient dit très satisfaits de leurs vacances, au fond de moi, j'aurais ressenti une grande déception, sachant qu'ils avaient ignoré le plus beau. En début de soirée, nous arrivions à Yverdon-les-Bains. Nous avions bouclé notre grand trajet. Partis de Suisse en direction du sud-ouest, nous avions traversé la France pour gagner l'Espagne. Longeant les rives de la Méditerranée en direction de l'est, nous avions ensuite gagné l'Italie. Puis en remontant vers le nord, nous étions de retour en Suisse. Distance parcourue, 3500 km. Cependant, les vacances n'étaient pas terminées. Le lendemain de notre retour, j'emmenai nos Québécois au centre thermal. Être venu en vacances à Yverdon-les-Bains, sans même avoir vécu l'expérience de prendre un bain dans cette eau bénéfique et relaxante, aurait été une grande lacune. Propriétaires d'une piscine creusée derrière leur maison, Louise et Bernard n'avaient cependant jamais eu l'occasion de bénéficier d'eau aussi chaude pour nager. Quant à leurs colocataires, Hélène et Robert, tout comme d'ailleurs Francine, ils furent agréablement surpris par l'abondance et la diversité des gicleurs installés dans les différents bassins. Il ne nous restait que quelques jours avant notre retour au Québec. Je devais donc agir vite si je voulais encore faire découvrir à mes compagnons de route 2 endroits touristiques qui, sans aucun doute, représentent le mieux mon pays. La fabrique de chocolat Caille et Nestlé à Braux et la fromagerie de Gruyère. Mercredi, 10 heures du matin, nous entrions dans la fabrique de chocolat où, jadis, papa avait travaillé dans l'entretien et la réparation de la tuyauterie. Pour nous accompagner durant cette journée typiquement helvétique, mes parents s'étaient joints à nous, ainsi que tante Antoinette, oncle Pierre, tante Lucette et oncle Freddy. À l'aide d'une guide, nous allions suivre tout le cheminement de la fabrication du chocolat. L'hygiène étant la condition première dans toute production alimentaire, nous allions voir derrière les baies vitrées des masses de chocolat impressionnantes être brassées puis coulées dans les moules. Par la suite, et bien entendu, ce fut là le moment le plus attendu de cette visite, nous pénétrions dans la grande salle de dégustation. Sur de grandes tables aménagées à cet effet, toutes les sortes de chocolats produites par la maison Caille et Nestlé étaient présentes. J'ai encore en mémoire le sourire émerveillé d'Hélène, les yeux impressionnés, et de Louise lorsque la guide nous disait « Tout cela est pour vous. Servez-vous et goûtez nos chocolats. Profitez, car ça vous est offert par la maison. » Il va sans dire que nous étions tous grands amateurs de chocolat. Nous n'avions donc aucun besoin de faire des efforts pour accepter ce que l'on nous proposait. Louise, étant une personne prévoyante, avait cru bon, puisque le guide insistait pour que l'on se serve encore et encore, de mettre quelques chocolats dans ses poches avant de sortir de la salle. Elle pensait ainsi que durant l'après-midi, une fois l'appétit revenu, ce genre de dessert se prendrait ma foi fort bien. Lorsque nous nous apprêtions à sortir de l'usine, une autre employée offrait encore à chaque visiteur qui passait à la porte une plaque de chocolat en souvenir. Il faut reconnaître que la direction de cette usine faisait preuve d'une générosité
rarement vu. Nous étions au mois d'août, et il faisait chaud ce jour-là en Gruyère. Avant de remonter dans notre minibus, Louise crut bon de retirer les chocolats de sa poche pour éviter qu'ils ne se ramollissent. Sage décision, mais hélas un peu tardive. Tous les chocolats avaient fondu à l'intérieur de ses poches de pantalon. Sans vouloir vraiment être méchants, nous ne pouvions nous empêcher d'avoir le sourire. Elle avait péché par gourmandise, elle allait payer le prix pour faire la lessive. Comme il était près de midi, oncle Pierre nous proposait d'aller manger la fondue aux oignons à quelques kilomètres de Braux. C'est au pied de la montagne, dans un petit restaurant isolé, qu'un chef cuisinier original avait mis au point cette recette tout à fait particulière, mais néanmoins savoureuse. Alors que nous étions au cœur même de la Gruyère, à moins de 8 kilomètres de la plus célèbre fromagerie au monde, ce chef cuisinier avait en quelque sorte lancé un défi à notre plat national en inventant la fondue aux oignons. Étant donné que nos Québécois avaient déjà goûté à l'authentique fondue suisse dans le chalet de l'oncle Roger aux Aiguilles de Beaume, ils n'eurent aucun regret à varier leur menu en mangeant ce plat très particulier. Ce repas terminé, nous nous rendîmes au village de Gruyère. Nous commençâmes bien entendu par visiter la très célèbre fromagerie. Ensuite, tout en marchant, nous fîmes le tour de toutes les boutiques à souvenirs, afin que tous y trouvent les cadeaux à emmener avec eux au Québec. Pour ma part, j'avais encore un but bien précis, auquel je tenais énormément. Faire goûter à nos Québécois la crème de Gruyère. Je suis tellement convaincu de cela qu'avant même d'entreprendre ces vacances, je leur avais dit que nulle part ailleurs ils ne pourraient manger une aussi bonne crème. C'était à moi désormais de livrer la marchandise. Ainsi donc, quelques minutes plus tard, nous étions assis sur la terrasse d'un restaurant, en train de savourer cette succulente crème accompagnée de fraises et de framboises. Après ce dessert,
Tante Antoinette nous proposa à tous la visite de la fabrique du café Nestlé à Orbe cette fois-ci. Pour y avoir travaillé près de 30 ans au sein de l'administration, elle faisait partie, si je puis dire, de la famille des employés. Certes, en temps normal, il n'aurait pas été possible de faire une telle visite privée, cela sans réservation. Mais ce jour-là, nous avions la chance d'avoir une relation de circonstance. Avant qu'elle ne prenne sa retraite et qu'elle ne quitte l'usine, Tante Antoinette avait déjà, à plusieurs reprises, fait office de guide pour les groupes de visiteurs. De ce fait, ce fut elle qui nous expliqua dans les moindres détails toute la métamorphose du café, de son arrivée à l'usine jusqu'à sa sortie en bocaux. Pour papa, cette visite aussi représentait bien des souvenirs, car durant des années, alors que sa sœur travaillait au bureau, lui et quelques collègues monteurs de la maison d'équerre entretenaient et réparaient la tuyauterie comme ils l'avaient fait jadis à l'usine de Braux. Je ne pourrais dire si c'est parce que nous avions vu un endroit très restreint de la fabrique de chocolat, mais j'avais l'impression que l'usine de café, elle, était beaucoup plus vaste que celle de Braux. Des trains entiers pouvaient pénétrer à l'intérieur du hangar où étaient entreposés les grains de café encore verts. Par la suite, ils allaient être torréfiés jusqu'à en obtenir des grains brun foncé et possibles à broyer pour en faire de la poudre. Dans un autre endroit, le café était soumis à une déshydratation par le gel. Par moins de 180 degrés Celsius, la pâte de café allait perdre toute son eau. Il ne restait ensuite qu'à fragmenter cette croûte déshydratée pour en tirer du café instantané, prêt à la consommation. À la base d'une machine se trouvait un tube de verre, à travers lequel on pouvait voir un liquide transparent. Comme ce tube semblait vraiment très petit pour une aussi grosse machine, je demandai à Tante Antoinette de quoi il s'agissait. « Ça, c'est de la caféine. Si tu en mets une seule goutte sur ta langue, t'es mort. Mais pour obtenir la caféine que tu vois là, il faut des tonnes de café, des wagons entiers. » C'était surprenant de constater que ce poison naturel, que l'on appelle caféine, était transparent comme l'eau. En effet, plus un café est noir, et plus il est fort en général. Une preuve supplémentaire que dans l'existence, l'on ne peut pas croire uniquement à ce que l'on voit. Après avoir suivi tout le cheminement du café, nous nous trouvions dans le hangar de chargement. Des montagnes de contenants étaient entassés. Sur chacun d'eux étaient inscrits des destinations. Italie, Maroc, Portugal, Tunisie, Espagne, etc. Cette usine fournit en café les pays d'Europe et d'Afrique. Pour les États-Unis d'Amérique, la maison Nestlé a créé une autre usine telle que celle-ci. C'est avant tout la qualité de ses produits qui a fait de cette multinationale l'une des plus connues au monde. Au moment de quitter l'usine, la direction offrit à chacun de nous une boîte de poudre de chocolat Nesquik, un autre produit de leur fabrication mondialement connu. L'après-midi tirait à sa fin, et nous allions songer à prendre la route du retour. Pourtant, la journée n'était pas terminée, et oncle Pierre nous avait réservé une surprise à sa façon. En effet, il invitait non seulement les sœurs Guertin et leurs conjoints, mais également mes parents, oncle Freddy et tante Lucette, le cousin Michel, sa compagne et son fils, à venir manger la raclette dans le parc entourant leur maison. C'est la raclette à l'oncle Pierre ce soir. Bah, c'est rien, mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est toute une équipe, puis des bons Canadiens avec nous, tu vois. On a l'accent vaudois, puis les autres ont l'accent canadien. Donc, on aurait des problèmes, que ça nous étonnerait pas pour se faire comprendre. C'est vrai, Antoinette, Oui, on va te remercier pour la je t'en prie. l'organisation, non, puis pour l'organisation de la visite de la Puis Michel, Ouais. quand est-ce que tu viens te lancer dans les affaires au Canada? Oh. Ouais, non, parce que Je viendrai pour l'état des lieux.
Les Burdets, je pense qu'on a quelque chose à faire là-bas. Moi, c'est vrai. Ah bon? Ah oui. On va racheter une huile alors, d'entrée. Ah ouais. Puis tu me prends pour les... Toi, tu contrôleras les radiateurs. On les met sous pression. Il va sans dire qu'avec la raclette, les Québécois allaient avoir mangé les 3 plats au fromage les plus populaires de Suisse. La fondue, les croûtes au fromage et la raclette. J'ajouterai en passant que cette journée, au niveau des calories, venait de pulvériser tous les records. 1. Dégustation à la fabrique de chocolat. 2. Dégustation du gruyère au sortir de la fromagerie. 3. Régal avec la crème de gruyère. Et 4. Souper suisse avec la raclette. Une journée bien remplie à tous les sens du terme.